remercie tout d'abord l'UGFF et la Fédération des services publics de m'avoir invité à participer à ce colloque qui promet d'être d'une grande richesse à partir notamment de l'intervention très compétente qui vient d'être faite. Pour ma part, qui ne suis pas véritablement un expert de la politique des collectivités territoriales, mais qui s'y intéresse, je voudrais évoquer quelques questions qui me semblent constituer le champ large nécessaire de notre réflexion. La première réflexion serait pour souligner combien ce débat est confus et a été mal préparé, par là peu démocratique. Tout un ensemble de lois, celle de décembre 2010, de janvier 2014, la loi définissant les 13 régions, aujourd'hui la loi nôtre sur l'aménagement du territoire. Il faut y ajouter les lois de finances, il faut y ajouter la loi sur la fonction publique qui va venir bientôt en débat, la loi sur la révision du mode de scrutin. Tout cela fait qu'on a du mal à trouver ces repères. Par ailleurs, il est évident que toutes ces lois ont été mal préparées. Le gouvernement exige des différents ministères que lorsqu'il présente un projet de loi ou un projet de décret, il l'accompagne d'une étude d'impact. Ça a été un progrès de la rationalité dans la préparation de la décision publique. Mais il ne se l'applique pas à lui-même. À l'évidence, ces projets de loi ont été mal préparés, ce qui a permis notamment à un secrétaire d'État chargé des collectivités locales de déclarer que la réforme se traduirait par une économie de 14 milliards d'euros qu'il a été parfaitement incapable de démontrer, à sa confusion. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est pour souligner le fait que depuis le début de l'acte 3, sous Sarkozy, à l'évidence, et sans qu'on ait changé depuis, on fait prévaloir l'économique sur le politique. Autrefois, j'ai connu un temps où la DATAR était un instrument important de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on ne parle plus d'aménagement du territoire, de réforme des collectivités territoriales. Dans cet esprit, celui qui a donné le sens, c'est Nicolas Sarkozy, dans un discours à Saint-Dizier le 20 octobre 2009, où il a dit désormais « Nous devons privilégier les pôles et les réseaux sur les circonscriptions et les frontières ». Et dans la foulée, il a repris son image du millefeuille pour dénoncer l'organisation actuelle. En fait, je crois qu'il faut dire que la base de la réforme territoriale, c'est la nation, et que dans cette nation, il y a, et immédiatement au-delà, il y a 6 niveaux qui sont pertinents, il n'y a pas 1000 feuilles, 6 niveaux. 3 sont économiques, l'intercommunalité, la région et l'Europe. 3 sont politiques, la commune, le département et la nation, et que dans un pays démocratique, c'est le politique qui doit l'emporter sur l'économique. Ceci doit être donc clairement affirmé. Quant aux décisions qui sont prises actuellement, il faut mesurer qu'elles constituent effectivement une déstabilisation profonde de l'organisation traditionnelle, on peut dire même depuis la Révolution française, de notre pays. L'exemple le plus frappant, c'est sans aucun doute la métropole qui intervient là pour illustrer le pôle dont parlait Nicolas Sarkozy. Il est repris par le gouvernement actuel et dont la conséquence immédiate a été de mettre en cause de plein fouet le département. Alors là aussi, il a fallu suivre de près la conjoncture. Un mois, le département était supprimé, le mois d'après, il était rétabli, et ainsi de suite. Donc une grande instabilité qui ne permet pas, qui ne facilite pas là non plus le débat. Aujourd'hui, on dit que les départements ruraux conserveraient leur forme départementale, tandis que ceux qui comportent une métropole disparaîtraient. Soit dit en passant, on rajoute un niveau de plus au millefeuille en pratiquant de cette façon. Mais cette contradiction ne semble pas avoir ému les gens qui ont porté cette réforme. On a, comme on vient de le dire, supprimé
au jour actuel, parce qu'elle ressurgit de temps en temps, la clause de compétence générale. Et si l'on peut parler aujourd'hui un peu d'aménagement du territoire, il est circonscrit, comme on l'a dit aussi précédemment, au champ régional. Resterait aussi dans ce schéma d'ensemble à caractériser le rôle des préfets, notamment du préfet de région qui, dans les premiers projets, avait la forme d'un véritable proconsul, d'un gouverneur de province ayant une liaison directe avec l'exécutif par-dessus même les ministères. Alors se posent effectivement à ce sujet des questions difficiles qui ont été évoquées précédemment, savoir quelle est la bonne répartition des compétences, et ça n'est pas un problème simple. J'évoque pour ma part à ce sujet la notion de subsidiarité démocratique, c'est-à-dire quelle est la bonne répartition de ces compétences. Et si je dis que c'est difficile, c'est parce que je me suis interrogé en écoutant notre camarade qui vient d'intervenir sur le risque de faire révérence à la France décentralisée. Le jacobin que je suis n'est pas prêt de célébrer et de revendiquer une forme décentralisée de la France, car je me souviens de la Révolution française, tout simplement. Mais c'est un vrai débat, c'est un débat difficile qu'il faut prendre en compte. Quatrième remarque sur les finances, on en a dit un mot, 11 milliards de 2015 à 2017, pris sur les 50 milliards de réduction de la dépense publique, 3,7 milliards de chacune de ces 3 années. Les crédits déconcentrés donc diminuent, ce qui va avoir comme conséquence une nécessité d'augmentation de la fiscalité locale, un transfert des financements des entreprises sur les ménages et la contribution économique territoriale qui a prétendu remplacer la taxe professionnelle, d'une part n'est pas pérenne et d'autre part on n'en a pas encore véritablement mesuré le rendement l'a apporté. Donc une grande incertitude sur les moyens de financement qui seront dans l'avenir ceux des collectivités territoriales, avec donc un risque de pression sur les ménages qui devront assurer une part plus importante des financements. Ensuite, une pression accrue sur les rémunérations et sur les crédits de fonctionnement, avec la nécessité de transfert sur l'investissement qui lui-même aura été hypothéqué par la réduction des crédits déconcentrés, donc affaiblissement des services publics, avec des instruments comme la métropole et puis d'autres instruments comme la conférence territoriale de l'action publique et le pacte de gouvernance qui ont été inventés, toute une série d'outils donc technocratiques, eh bien recrutement plutôt que de fonctionnaires de contractuels, car on mettra en avant le caractère spécifique et nouveau des tâches qui seront dévolues dans le cadre de ces organismes et dans ce désordre général, probablement un risque accru de clientélisme, voire à la limite de corruption. Il faut bien entendu, comme on l'a fait également précédemment, évoquer la fonction publique territoriale. Je crois qu'elle a été, depuis la fabrication du statut, elle a été le lieu des transformations les plus significatives, notamment de ceux qui sont hostiles à la position statutaire et réglementaire des fonctionnaires. L'exemple le plus caractéristique, bien connu, c'est la loi Galland du 13 juillet 1987. Et on notera aussi que dans les 225 mesures législatives qui sont intervenues depuis 30 ans pour modifier le statut général, 84 relèvent du titre 3, c'est-à-dire de la fonction publique territoriale. Donc elle a joué un rôle important de lieu de remise en cause du statut de 84. On a pu parler à ce sujet de fonction publique maillon faible de la construction générale du statut général. Ce n'est pas mon avis, même si les chiffres que je viens de donner tendraient à accréditer cette thèse. La fonction publique territoriale
aussi a été présentée comme une avant-garde. Alors, à la fois une avant-garde du point de vue de ceux qui sont contre le système de la carrière, car ils espèrent, à travers la fonction publique territoriale, tirer l'ensemble de la fonction publique vers une fonction publique d'emploi. Mais je préfère retenir, moi, l'autre acception de cette idée de fonction publique territoriale avant-garde, en me fondant sur les potentialités de la fonction publique territoriale, jeunes, diverses, proches des besoins, étroitement liés à ceux qui ont le pouvoir de nomination, donc lieu de véritables débats démocratiques, et qui, au cours des 30 dernières années, ont joué un rôle très important de contre-pouvoir des politiques d'austérité. Je crois que dans l'avenir, la fonction publique territoriale gardera un caractère stratégique très important auquel nous devons prêter la plus grande attention. S'agissant des relations entre réforme de l'État et réforme des collectivités territoriales, outre ce qui a été dit, que je partage pleinement, et notamment le rôle conféré désormais à la région, qui ne peut s'expliquer que par rapport au pôle dont je parlais tout à l'heure, et par une certaine vision de la construction fédérale européenne, il faut aussi savoir que le gouvernement actuel ne procédera à aucune modification constitutionnelle parce qu'il n'en a pas les moyens. 4 projets de loi constitutionnels ont été déposés dès l'été 2012. Pour qu'ils soient adoptés, il faudrait soit que le gouvernement ait les 3/5 du Congrès, c'est-à-dire de l'ensemble Sénat, Assemblée nationale, soit qu'il se lance dans un référendum qui serait, on le comprend bien pour le pouvoir actuel, une véritable aventure suicidaire. Donc il ne le fera pas, et il ne l'aura pas non plus, ce qui était des engagements du président de la République, notamment le vote des étrangers et l'introduction de certaines dispositions de la loi de 1905 dans la Constitution. Donc il n'y aura pas, contrairement au gouvernement précédent, il n'y aura pas de réforme constitutionnelle. Et donc, il faut bien savoir que quand on parle de réforme de l'État, ça ne peut pas passer par ce moyen. Alors, si l'on néanmoins retient quelques éléments qui peuvent être qualifiés d'éléments de réforme de l'État, ben, il y a bien entendu la MAP, c'est-à-dire la démarche de modernisation de l'action publique, qui a produit surtout des études qui ne sera peut-être pas sans effet, mais qui pour le moment n'a pas démontré une véritable utilité. On a pu également être séduit par la création, dès le début de ce quinquennat, par le commissariat général à la stratégie et à la prospective. Le fait de parler de commissariat général était bien entendu fait pour suggérer que c'était d'une certaine façon une résurgence du commissariat général du plan, c'est-à-dire l'ardente obligation de la planification à la française selon le mode gaulliste. Mais aujourd'hui, on a transformé cet organisme en France stratégique. Il faut être moderne et suivre son temps, donc, mais qui ne sert pratiquement à rien. Donc, la réforme de l'État, sans doute, sera une conséquence de la réforme territoriale, mais il est difficile de voir dans ce qui existe ou de ce qui est promis une grande ambition qui remettrait en cause les institutions de l'État. Bien, merci. Je veux remercier tout d'abord l'UGFF et la Fédération des services publics de m'avoir invité à participer à ce colloque qui promet d'être d'une grande richesse à partir notamment de l'intervention très compétente qui vient d'être faite. Pour ma part, qui ne suis pas véritablement un expert de la politique des collectivités territoriales, mais qui s'y intéresse, je voudrais évoquer quelques questions qui me semblent constituer le champ large nécessaire de notre réflexion. La première réflexion serait pour souligner combien ce débat est confus et a été mal préparé, par là peu démocratique. Tout un ensemble de lois, celle de décembre 2010, de janvier 2014, la loi définissant les 13 régions, aujourd'hui la loi nôtre sur l'aménagement du territoire,
Il faut y ajouter les lois de finances, hein, il faut y ajouter la loi sur la fonction publique qui va venir bientôt en débat, la loi sur la révision du mode de scrutin. Tout cela fait qu'on a du mal à trouver ces repères. Par ailleurs, il est évident que toutes ces lois ont été mal préparées. Le gouvernement exige des différents ministères que lorsqu'il présente un projet de loi ou un projet de décret, il l'accompagne d'une étude d'impact. Ça a été un progrès de la rationalité dans la préparation de la décision publique. Mais il ne se l'applique pas à lui-même. À l'évidence, ces projets de loi ont été mal préparés, ce qui a permis notamment à un secrétaire d'État chargé des collectivités locales de déclarer que la réforme se traduirait par une économie de 14 milliards d'euros qu'il a été parfaitement incapable de démontrer à sa confusion. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est pour souligner le fait que depuis le début de l'acte 3, sous Sarkozy, à l'évidence, et sans qu'on l'ait changé depuis, on fait prévaloir l'économique sur le politique. Autrefois, j'ai connu un temps où la DATAR était un instrument important de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on ne parle plus d'aménagement du territoire, de réforme des collectivités territoriales. Dans cet esprit, celui qui a donné le sens, c'est Nicolas Sarkozy, dans un discours à Saint-Dizier le 20 octobre 2009, où il a dit désormais nous devons privilégier les pôles et les réseaux sur les circonscriptions et les frontières. Et dans la foulée, il a repris son image du millefeuille pour dénoncer l'organisation actuelle. En fait, je crois qu'il faut dire que la base de la réforme territoriale, c'est la nation, et que dans cette nation, il y a, et immédiatement au-delà, il y a 6 niveaux qui sont pertinents, il n'y a pas 1000 feuilles, 6 niveaux. 3 sont économiques, l'intercommunalité, la région et l'Europe. 3 sont politiques, la commune, le département et la nation, et que dans un pays démocratique, c'est le politique qui doit l'emporter sur l'économique. Ceci doit être donc clairement affirmé. Quant aux décisions qui sont prises actuellement, il faut mesurer qu'elles constituent effectivement une déstabilisation profonde de l'organisation traditionnelle, on peut dire même depuis la Révolution française, de notre pays. L'exemple le plus frappant, c'est sans aucun doute la métropole qui intervient là pour illustrer le pôle dont parlait Nicolas Sarkozy. Il est repris par le gouvernement actuel et dont la conséquence immédiate a été de mettre en cause de plein fouet le département. Alors là aussi, il a fallu suivre de près la conjoncture. Un mois, le département était supprimé, le mois d'après, il était rétabli, et ainsi de suite. Donc une grande instabilité qui ne permet pas, qui ne facilite pas là non plus le débat. Aujourd'hui, on dit que les départements ruraux conserveraient leur forme départementale, tandis que ceux qui comportent une métropole disparaîtraient. Soit dit en passant, on rajoute un niveau de plus au millefeuille en pratiquant de cette façon. Mais cette contradiction ne semble pas avoir ému les gens qui ont porté cette réforme. On a, comme on vient de le dire, supprimé au jour actuel, parce qu'elle ressurgit de temps en temps, la clause de compétence générale. Et si l'on peut parler aujourd'hui un peu d'aménagement du territoire, il est circonscrit, comme on l'a dit aussi précédemment, au champ régional. Resterait aussi dans ce schéma d'ensemble à caractériser le rôle des préfets, notamment du préfet de région qui, dans les premiers projets, avait la forme d'un véritable proconsul, d'un gouverneur de province ayant une liaison directe avec l'exécutif par-dessus même les ministères. Alors se posent effectivement à ce sujet des questions difficiles qui ont été évoquées précédemment, savoir quelle est la bonne répartition des compétences, et ça n'est pas un problème simple. J'évoque pour ma part à ce sujet la notion de subsidiarité démocratique, c'est-à-dire
quelle est la bonne répartition de ces compétences. Et si je dis que c'est difficile, c'est parce que je me suis interrogé en écoutant notre camarade qui vient d'intervenir sur le risque de faire révérence à la France décentralisée. Le jacobin que je suis n'est pas prêt de célébrer et de revendiquer une forme décentralisée de la France, car je me souviens de la Révolution française, tout simplement. Mais c'est un vrai débat, c'est un débat difficile qu'il faut prendre en compte. Quatrième remarque sur les finances, on en a dit un mot, 11 milliards de 2015 à 2017, pris sur les 50 milliards de réduction de la dépense publique, 3,7 milliards chacune de ces 3 années. Les crédits déconcentrés donc diminuent, ce qui va avoir comme conséquence une nécessité d'augmentation de la fiscalité locale, un transfert des financements des entreprises sur les ménages et la contribution économique territoriale qui a prétendu remplacer la taxe professionnelle, d'une part n'est pas pérenne et d'autre part on n'en a pas encore véritablement mesuré le rendement l'a apporté. Donc une grande incertitude sur les moyens de financement qui seront dans l'avenir ceux des collectivités territoriales, avec donc un risque de pression sur les ménages qui devront assurer une part plus importante des financements. Ensuite, une pression accrue sur les rémunérations et sur les crédits de fonctionnement, avec nécessité de transfert sur l'investissement qui lui-même aura été hypothéqué par la réduction des crédits déconcentrés, donc affaiblissement des services publics, avec des instruments comme la métropole et puis d'autres instruments comme la conférence territoriale de l'action publique et le pacte de gouvernance qui ont été inventés, toute une série d'outils donc technocratiques, eh bien recrutement plutôt que de fonctionnaires de contractuels, car on mettra en avant le caractère spécifique et nouveau des tâches qui seront dévolues dans le cadre de ces organismes et dans ce désordre général, probablement un risque accru de clientélisme, voire à la limite de corruption. Il faut bien entendu, comme on l'a fait également précédemment, évoquer la fonction publique territoriale. Je crois qu'elle a été, depuis la fabrication du statut, elle a été le lieu des transformations les plus significatives, notamment de ceux qui sont hostiles à la position statutaire et réglementaire des fonctionnaires. L'exemple le plus caractéristique, bien connu, c'est la loi Galland du 13 juillet 1987. Et on notera aussi que dans les 225 mesures législatives qui sont intervenues depuis 30 ans pour modifier le statut général, 84 relèvent du titre 3, c'est-à-dire de la fonction publique territoriale. Donc elle a joué un rôle important de lieu de remise en cause du statut de 84. On a pu parler à ce sujet de fonction publique maillon faible de la construction générale du statut général. Ce n'est pas mon avis, même si les chiffres que je viens de donner tendraient à accréditer cette thèse. La fonction publique territoriale aussi a été présentée comme une avant-garde. Alors, à la fois une avant-garde du point de vue de ceux qui sont contre le système de la carrière, car ils espèrent, à travers la fonction publique territoriale, tirer l'ensemble de la fonction publique vers une fonction publique d'emploi. Mais je préfère retenir, moi, l'autre acception de cette idée de fonction publique territoriale avant-garde, en me fondant sur les potentialités de la fonction publique territoriale, jeunes, diverses, proches des besoins, étroitement liés à ceux qui ont le pouvoir de nomination, donc lieu de véritables débats démocratiques, et qui, au cours des 30 dernières années, ont joué un rôle très important de contre-pouvoir des politiques d'austérité.
Je crois que dans l'avenir, la fonction publique territoriale gardera un caractère stratégique très important auquel nous devons prêter la plus grande attention. S'agissant des relations entre réforme de l'État et réforme des collectivités territoriales, outre ce qui a été dit, que je partage pleinement, et notamment le rôle conféré désormais à la région, qui ne peut s'expliquer que par rapport au pôle dont je parlais tout à l'heure, et par une certaine vision de la construction fédérale européenne, il faut aussi savoir que le gouvernement actuel ne procédera à aucune modification constitutionnelle parce qu'il n'en a pas les moyens. 4 projets de loi constitutionnels ont été déposés dès l'été 2012. Pour qu'ils soient adoptés, il faudrait soit que le gouvernement ait les 3/5 du Congrès, c'est-à-dire de l'ensemble Sénat, Assemblée nationale, soit qu'il se lance dans un référendum qui serait, on le comprend bien pour le pouvoir actuel, une véritable aventure suicidaire. Donc il ne le fera pas, et il n'honorera pas non plus ce qui était des engagements du président de la République, notamment le vote des étrangers et l'introduction de certaines dispositions de la loi de 1905 dans la Constitution. Donc il n'y aura pas, contrairement au gouvernement précédent, il n'y aura pas de réforme constitutionnelle. Et donc, il faut bien savoir que quand on parle de réforme de l'État, ça ne peut pas passer par ce moyen. Alors, si l'on néanmoins retient quelques éléments qui peuvent être qualifiés d'éléments de réforme de l'État, il y a bien entendu la MAP, c'est-à-dire la démarche de modernisation de l'action publique, qui a produit surtout des études qui ne sera peut-être pas sans effet, mais qui pour le moment n'a pas démontré une véritable utilité. On a pu également être séduit par la création, dès le début de ce quinquennat, par le commissariat général à la stratégie et à la prospective. Le fait de parler de commissariat général était bien entendu fait pour suggérer que c'était d'une certaine façon une résurgence du commissariat général du plan, c'est-à-dire l'ardente obligation de la planification à la française selon le mode gaulliste. Mais aujourd'hui, on a transformé cet organisme en France stratégique. Il faut être moderne et suivre son temps, donc, mais qui ne sert pratiquement à rien. Donc, la réforme de l'État, sans doute, sera une conséquence de la réforme territoriale, mais il est difficile de voir dans ce qui existe ou de ce qui est promis une grande ambition qui remettrait en cause les institutions de notre pays et le fonctionnement des pouvoirs aux différents niveaux. Je veux terminer peut-être par un mode un peu plus général, un peu plus philosophique. Pour ma part, je pense qu'il faut se situer sur l'histoire longue pour pouvoir comprendre ce qui se passe et prendre des positions de revendication aussi justes que possible. Selon le terme de l'intellectuel catholique René Raymond, qui est décédé il y a quelques années, il avait qualifié le XXe siècle de siècle prométhéen. Siècle prométhéen qui s'est effondré au tournant des années 90, en liaison notamment avec l'effondrement des pays dits du socialisme réel, qui avaient accrédité pendant des décennies l'idée qu'une autre société fonctionnant sur d'autres modèles pouvait exister. Tout cela s'est effondré et aujourd'hui, on est dans une situation de crise que le philosophe et sociologue Edgar Morin appelle une métamorphose. Je crois effectivement qu'on est dans une situation de ce type et qu'il faut faire preuve aujourd'hui d'une qualité éminente qui est celle de la lucidité pour voir qu'effectivement on est dans un monde très instable et qu'on ne sait pas vraiment aujourd'hui décrire ce que sera l'avenir. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que la mondialisation qui, à mes yeux, n'est pas seulement la mondialisation du capital, correspond à un monde où les exigences d'interdépendance, les exigences de coopération internationale mais aussi mondiale, les exigences de solidarité seront grandissantes. Or, ces formules que je viens d'évoquer
porte un nom en France, c'est le service public. Le service public est donc quelque chose qui n'est pas seulement un acte de foi pour nous, mais qui est véritablement une hypothèse rationnelle pour l'avenir. C'est pourquoi, dans le livre dont on a parlé tout à l'heure, nous disons que le XXIe siècle pourra être l'âge d'or du service public. Et compte tenu de l'histoire de France, compte tenu de l'histoire du service public en France, compte tenu de l'expérience qui est la nôtre en matière de statut des fonctionnaires, de protection par la loi et non par le contrat, eh bien on peut penser à la fois que la France a une contribution importante à apporter au monde entier dans l'organisation de services publics allant bien au-delà de la nation, allant même bien au-delà de l'Europe, mais couvrant le monde entier, et que dans ce contexte, eh bien, les fonctionnaires sont véritablement, oui, une avant-garde. Merci.